On va parler basket, c'est l'épisode 222 de Duck Hebdo et après donc un épisode 221 consacré au hors-terrain et cet arrêt de la NBA pendant 2 jours. Eh bien on retrouve les parquets cette semaine avec les playoffs qui sont déjà arrivés au terme du premier tour. Et justement on va faire un tour d'horizon aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle et avec moi j'ai les directeurs du sportif chez Duck Hebdo. Tout d'abord le retour du coach qui a vécu un drôle de premier tour niveau émotion, c'est coach Pierre, ça va Pierre ? Ça va, salut Adrien, salut tout le monde. Et ouais, c'était long, j'avais envie que ça se termine. Eh ben c'est terminé, on est déjà au deuxième tour, ouais. on va sûrement en reparler un petit peu quand même. Et donc le deuxième spécialiste du sportif, c'est celui qui a vécu lui un premier tour et un début de deuxième tour plutôt tranquille jusqu'à un tir au buzzer dont on risque de reparler. C'est Alan, ça va Alan, pas trop tendu ? Merci beaucoup de me rappeler ce souvenir qui est déjà un des pires de ma carrière de fan des Celtics. Mais ouais, ça va. Ça va, il faut continuer de toute façon. Mais super content d'être avec vous les gars. Ça va aller, tout le plaisir est pour moi, ne t'inquiète pas. Bon, du coup, messieurs, comme annoncé, on va parler basket, on va faire le point sur les playoffs dans la bulle NBA. C'est l'épisode 222. Tu es en plein cœur des playoffs dans la bulle NBA à Orlando. Toutes les séries du premier tour ont été conclues à l'heure où on enregistre. Et justement, avant de s'intéresser un peu aux équipes du second tour, on va commencer par faire un petit bilan rapide du premier tour, s'intéresser donc aux premiers éliminés des playoffs. Donc pour commencer, messieurs, je vous propose de revenir rapidement sur ce premier tour, même d'y inclure peut-être les play-ins si vous voulez. Mais je vais pas vous influencer, donc parole d'abord au revenant. Pierre, pour qui tu vas avoir un petit mot après ce premier tour ? Bah, le Thunder, non, j'en ai assez parlé, mais série très très dense contre Houston, très serrée. On va reparler, je pense, de Houston par la suite, mais OKC a montré à l'image de sa saison, que c'était une équipe surprise, qu'elle était capable de grandes choses. Chris Paul est encore un très 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 grand joueur, même s'il rate le dernier tir, et que c'est peut-être la dernière fois par contre qu'on voit OKC à ce niveau-là avant un petit moment, puisque je vous en parlais en off, mais ça sent le départ pour Chris Paul, ça sent le départ pour Gallinari. Alors même s'il y a des contreparties qui vont arriver, je pense que vu le niveau de l'Ouest l'année prochaine, c'est l'une des équipes qui risque le plus de chuter au KC, avec des jeunes qui vont prendre le pouvoir petit à petit, Bazley, Dort, Shai qui se sont montrés plus qu'intéressants sur les playoffs. Donc voilà, c'est peut-être la fin du petit air à OKC, parce qu'au final elle s'est pas arrêtée l'année dernière parce qu'on était encore en playoffs cette année, alors qu'on devait tanker. Donc voilà, et après Houston a fait le taf, honnêtement, ils ont eu chaud, mais c'était clairement une meilleure équipe qu'OKC sur cette série. Et après un petit mot peut-être pour Luka, que moi je suis pas spécialement fan de Dallas, j'étais pas spécialement, disons que la hype Luka m'énervait un petit peu, mais je suis obligé de m'avouer complètement conquis par cette première campagne de playoff monstrueuse, où il a porté son équipe même sans Porzingis, un certain match monstrueux où il a dominé complètement le match à lui tout seul face à un Kawhi, face à Paul George. Donc très très intéressant dans le futur de voir jusqu'où il va pouvoir aller ce joueur-là, à l'âge qu'il a et dans sa deuxième saison NBA, contrairement à d'autres à l'Est où on est un peu moins confiant vis-à-vis de leur jeu. Ouais, totalement, été hyper impressionnant. Alan, toi, de quoi tu veux parler pour ce premier tour ? Qu'est-ce qui t'a marqué principalement ? C'est pas très original, je pense, mais ça reste pour moi le duel de spadassins entre Mitchell et Murray. Franchement, les premiers tours de playoff, avec Pierre, on a fait beaucoup de previews en 3-4 ans. Je crois on était souvent d'accord pour dire souvent on s'embêtait un peu dans les premiers tours de playoff. Je sais pas si Pierre partageait ce sentiment. Ouais. On a vécu des séries, c'était un peu chiant des fois par moments où on avait vraiment limite. Et tu vois ce qu'on disait dans la saison, c'est mais c'est pas équilibré, mais on aura des super finales de conf parce qu'il y avait 2 tops équipes dans chaque conférence et c'était ce qui s'était passé par moments, c'est vrai. Mais là, dès cette série-là, pour une série de premiers tours de playoff, franchement, on a tout eu quoi. On a tout eu et surtout, on peut dire ce qu'on veut, mais ce qui fait la différence et ce qui fait qu'une série de playoff est forte, c'est que s'il y a des grosses performances et des fins de match serrées au couteau quoi. Et c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu. On avait beaucoup parlé, Ben et moi notamment, donc on attendait Donovan Mitchell. On a vu. Vous avez été servi. Voilà. Ça va. on a vu. On attendait. C'est même pas on attendait, moi je pensais que c'était lui qui allait vraiment dominer. J'avais mis lui et De'Aaron Fox. Mitchell a vraiment fait des 7 matchs de playoff incroyables. Et en face, Jamal Murray, où les auditeurs le savent peut-être un peu moins que entre nous, mais c'est un peu mon combat dans l'équipe Duck Hebdo depuis quelque temps. C'est un joueur que j'apprécie fortement, qui avait déçu, c'est vrai, qui avait pas
toujours une progression linéaire, qui est quand même dans sa 4e année, qui a été prolongée pour beaucoup d'argent et qui franchement, et je l'ai dit sur la conversation, j'ai été raillé, mais j'assume devant tous les auditeurs, j'ai rarement vu 3 matchs de suite comme ça à ce niveau-là dans une série de playoffs, les matchs 4, 5 et 6 où il en met 50, 42 et 50 où franchement c'était qui nous avait lu une sacrée take d'Alan d'ailleurs. Ouais. On la répétera un jour, mais sacrée take. Si je peux réagir juste avant de te laisser la parole, Adrien. Je m'attendais pas du tout à une série de ce niveau. C'est ce que j'allais dire, c'est pas la série qu'on attendait. Ouais, clairement Utah, moi je les voyais bien en dessous et très compliqué pour eux, et au final Mitchell a complètement porté l'équipe. Il y a eu petit réveil de McConley. Donc vraiment une série intéressante pour le coup, et je pense que la NBA en a largement bénéficié de ces premiers tours intéressants sur pas mal de séries, notamment en termes de télévision, de diffusion. Je pense que cette série-là, notamment le match 7 et le match 7 au KC Houston, je crois qu'est un des plus regardés sur une série de premier tour depuis très 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 longtemps. Donc là-dessus, la NBA peut se frotter les mains un petit peu. On peut dire merci à l'Ouest, je pense. Sur ouais, clairement. Totalement. Transition parfaite, parce qu'effectivement, déjà en plus avec le contexte de la bulle, la hype est montée très vite grâce à ce premier tour, comme vous disiez, et moi c'est ça dont je voulais parler, c'est notamment la dichotomie entre l'Est et l'Ouest quand même, où on a vu, là on s'est focalisé beaucoup sur l'Ouest justement, parce qu'à l'Est on a vu 3 sweeps et un 4-1 avec Orlando qui a arraché un match à Milwaukee, on se demande encore comment d'ailleurs, alors que du côté de l'Ouest on a vu 2 matchs 7, un Dallas surprenant, Portland qui a généré une petite hype, je salue Melo au passage. Qu'est-ce que t'as pensé du match 5 de Melo? Allez, vas-y. Mais c'était fantastique. C'était le petit passage avec 8 points de suite, je crois. Ouais. C'est voilà, ça fait super plaisir. Voilà, pour lui, puis en tant que fan de Melo, c'était sympa. Après voilà, il y a pas eu photo. Au bout d'un moment, les Lakers c'était la meilleure équipe. Mais effectivement, voilà, on a vu quand même des playoffs à l'Est qui ressemblaient à ce qu'on a vu, comme tu disais Alan, depuis quelques années. Là où à l'Ouest, on a vu quelque chose de beaucoup plus accroché avec un facteur assez intéressant. On en parlait justement un petit peu en off entre nous juste avant. C'est une question qu'on s'était posée avec le contexte de la bulle, de l'avantage du terrain. Est-ce que ça aura un impact, oui ou non? Et justement, il y a eu des choses plutôt intéressantes. Je te laisse développer, Alan, parce que c'est toi qui me l'as pointé tout à l'heure, et je trouve ça vachement intéressant. Je me faisais la réflexion hier. Et c'est-à-dire dans les têtes de série basses des demi-finales de conf à l'Est ont gagné tous les matchs à l'extérieur sur le début. Miami gagne les 2 soi-disant matchs à Milwaukee, Boston gagne les 2 soi-disant matchs à Toronto. Je reste persuadé que si c'était dans le contexte normal, il n'y aurait pas eu ces résultats-là. Alors on peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi ça joue quand même. Enfin, je trouve ça, c'était assez fou. Et d'ailleurs, c'est dans la série Boston-Toronto, tous les matchs ont été gagnés par les équipes à l'extérieur, si on regarde pour le moment. Et je trouve quand même que c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné et qui aurait peut-être pas été le cas si jamais on aurait été dans un contexte normal. C'est improuvable, bien sûr, mais je reste persuadé de ça, même comme il y a eu d'autres résultats un peu comme ça, Luka qui va gagner soi-disant des matchs au Staples Center, et tout ça, donc je reste persuadé que c'est un grand impact. Alors c'est pas l'impact en mode March Madness, tournoi NCAA, tout le monde peut gagner parce qu'on reste pas sur un domaine, un match, on reste quand même au meilleur des 7 matchs, donc sur une série, mais ça joue quand même, j'ai l'impression. Ouais, c'est aussi dans la dynamique un peu, t'évoquais un peu Houston juste avant, Pierre, un mec comme Westbrook, on sait qu'il y a des joueurs qui se nourrissent un peu des ambiances des salles et complètement, ouais. Et le momentum qui est quelque chose d'assez important, on va sûrement y revenir d'ailleurs tout au long d'une série au meilleur des 7 matchs. Le momentum peut changer sur domicile extérieur, malgré effectivement cette stat que Ben nous avait sortie dans un podcast précédent, comme quoi c'était surtout le match 7 où on voyait cette différence domicile extérieur et pas vraiment dans les autres. Dans l'histoire de la NBA, évidemment, là on est dans un contexte particulier. Et pour compléter ça, c'est assez intéressant parce qu'on a eu les cas de figure où il y a eu que des victoires extérieures. La série Houston-OKC, il y a eu que des victoires à domicile, entre guillemets. Les 2 matchs 7 ont été gagnés par les équipes à domicile, alors qu'on est plutôt en lieu neutre, faut le dire, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Et tu vois, dans les interviews, dans les déclarations, alors peut-être qu'il y en a qui s'en amusent, mais il y en a beaucoup qui disent, ouais, là on a perdu les 2 premiers matchs, mais en fait c'est comme si on avait joué à l'extérieur, donc là on revient chez nous. Tu vois, en fait, il y en a qui servent de ça aussi comme nouveau départ ou comme moyen de se remotiver aussi, bien que c'est un impact moindre. On le voit, en vrai l'avantage du terrain, il y en a pas vraiment. Hein. Donc ouais, c'est intéressant de voir comment ils gèrent ça. Ils peuvent s'en servir de biais de motivation un petit peu pour certaines équipes.
Puis pour Ça y est. Denver aussi, c'est important avec l'altitude aussi. Eux, ils ont pas. Eux, c'est plus un désavantage pour eux, je pense, parce qu'eux, ils sont habitués à jouer tout le temps avec ce facteur en plus. Et là, il n'y a pas ce facteur-là qui est difficile pour les 29 autres équipes en général. Ouais, il y a cet aspect mental pour les équipes qui sont fortes à domicile de manière globale. Je pense à Portland aussi, par exemple, Milwaukee. qui ont des salles à grosse ambiance. Non, puis même s'il y a une finale de conf Clippers-Lakers, Ah bah là, oui, les Lakers c'est le joueront cas. pas tous les matchs à domicile, quoi. C'est... Alors Clairement. qu'en Il y a vrai, aussi ils peut-être joueraient- aussi l'arbitrage. Ouais. Vas-y, je t'en Oui. Ouais, alors qu'en vrai, les Lakers jouent tout le temps à domicile contre les Clippers. Ah oui. Oui, voilà, c'est pour ça Ouais, que je c'est disais pour ça, ça, ouais, c'est c'est... Ouais, on est bien d'accord. Et ouais, moi ce que je disais, c'est l'arbitrage aussi. C'est vrai qu'on sait que les arbitres NBA donc font parfois des erreurs, c'est normal, ils sont humains, etc. Mais peuvent être influencés aussi par une salle. C'est quelque chose qui arrive. Et donc dans des matchs un peu clés, notamment dans les playoffs, ça peut aussi être un Ah bah. facteur, même si c'est en termes statistiques, comme tu disais, Alan, c'est difficilement probable. Le Milwaukee-Miami, c'est quoi? C'est Oh le là là, 2, cette fin de où il y a match, les deux scandale. fautes. Si c'est à Milwaukee ou si c'est à Miami, t'as pas forcément les deux mêmes coups de sifflet, on va être honnête, hein. Oui, c'est ça. Là, il y a des coups de sifflet assez neutres parce Ouais, qu'il y a ouais. bon, il y a mauvais coups de sifflet, on va dire, et puis il y a compensation. Et la chose la pire, c'est la compensation. Ça, c'est terrible pour moi. Ouais, Après, ouais, je et la pense- compensation, est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu probablement si t'es à Miami, puisque c'est pour Miami la compensation. Oui, oui. Est-ce qu'elle a lieu si t'es à Milwaukee? Pas sûr. Non. Ouais, c'est ça. Mais après, si t'es à Miami, t'avais même pas la première faute. Possible également. Enfin, c'est sauf si les gens étaient déjà partis comme ils avaient perdu le match. vrai. Vous pensez à tous ceux qui ont raté The Shot, Voilà. C'est ça. tous les fans du 8 qui ont raté The Shot. Bon, enfin, assez parlé des premiers tours, les gars. Le premier tour est terminé. Maintenant, on est au cœur du second tour à l'heure où on enregistre. Donc, on est dimanche avec des séries donc qui ont bien avancé hein, pour certaines, forcément. On a envie de tirer parfois quelques conclusions un peu hâtives et parler notamment des favoris pour le titre, hein, qui sont pas tous très rassurants d'ailleurs. C'est un euphémisme. Alors, messieurs, je vais vous proposer de commencer par la série qui est chère à Alan, bien sûr. Donc, je vais te donner la parole avec 4 matchs qui ont déjà été joués. Boston-Toronto. Il y avait 2-0 Boston. Puis presque 3-0 Boston à 1 seconde de la fin, et puis il y a 2-2. 0,5 même. À 0-5, ouais, c'est encore moins. Et puis on se retrouve à 2-2. Donc Alan, qu'est-ce que tu tires comme enseignement au début de cette série? On sait que la plupart des observateurs voyaient quand même Toronto favori au début. Ça s'est modifié, on est de retour à égalité. Comment tu sens le momentum justement? Ouais, le momentum, il est côté aux Raptors. Hein. Il a switché en 0,5 secondes. Donc, ça s'entend à ma voix, mais je suis dépité en fait. Je suis dépité de cette série parce que si on fait une analyse globale des 4 matchs, le premier match, franchement, la performance de Boston est super, je trouve. Franchement, je trouve qu'on Elle est convaincante. on gagne le match en jouant bien. Et on n'avait pas toujours fait ça. Le Mhm. match 2, on gagne le match en jouant mal. Mais juste parce qu'en fait, dans le 4e quart-temps, il y a un takeover de Marcus Smart, quoi. Il met 5 paniers à 3 points. Vous savez combien il m'énerve quelquefois, mais alors là, c'était énorme. Et avec Tatum aussi, qui est très impressionnant. Et vraiment une performance défensive où, franchement, si on regarde match 1, 2 et la plupart du 3, Toronto, mais pas dedans, en fait. Ils ont des pourcentages vraiment très très faibles sous la barrière des 30%, parce qu'il y a vraiment une très bonne défense. Il y a de la maladresse, mais il y a aussi une très très bonne défense. Il y a ce shoot d'Oji qui les remet, et puis il y a le match 4 où ils font une bien meilleure performance, et je trouve, hein, même si c'est pas un joueur que j'apprécie, que Kyle Lowry est le meilleur joueur sur le terrain depuis 2 matchs. Kyle Lowry est le meilleur joueur sur le terrain dans les matchs 3 et 4, là où Kemba, franchement, sur les 3 premiers matchs, les 2 premiers sûrs, et il est très très bon dans la première mi-temps du 3e, était énorme et justifiait sa signature. Ça m'avait fait très plaisir aussi de voir que Kemba Walker fait taire un peu des critiques de joueurs non clutch en playoff et tout, parce qu'il est très fort sur la série. Mais là, oui, il y a ce momentum qui a changé. Il y a Nick Nurse qui fait de superbes adaptations défensives où il change toutes ses couvertures. Pas de carton en carton, c'est de possession en possession, t'as l'impression. Il change ce qu'il fait faire à ses grands. Il change comment il passe au-dessus ou sous les écrans. Vraiment des superbes adaptations de sa part. Et puis Boston qui n'a pas mis un tir dans le match 4. Donc c'était à notre tour de pas mettre un tir. Toronto n'a pas mis un tir dans le 1, on n'a pas mis un tir dans le 4. On se retrouve à 2-2. Ouais, les ajustements dont tu parlais, il y en a même inter-possession. On voit que les joueurs évitent beaucoup les mismatchs et les Raptors à l'opposé du ballon, ça
ça tourne bien, mais justement un point que t'évoquais un petit peu en filigrane, c'était celui de la contribution des différents joueurs de l'effectif, parce qu'on parle beaucoup du meilleur joueur de la série. Ça peut vite fluctuer. Pour l'instant, ça a l'air d'être Laurie, mais ça peut fluctuer dans cette série. Le gap est pas hyper clair, mais par contre, en termes de profondeur d'effectif, c'est peut-être un peu la crainte qu'on pouvait avoir du côté de Boston, là où les role players des Raptors, je pense notamment à fameux Serge Ibaka, sont vraiment impressionnants. Est-ce que c'est pas là-dessus que ça se joue, Pierre? Ouais, mais au final, quand tu regardes la profondeur, les Raptors jouent à 7 et Boston joue pas à 7 ou 8, on quoi. joue à 9. Ouais, enfin 9 joueurs rentrent, mais il y en a pas 9 qui ont un vrai temps de jeu. Ouais, c'est la contribution peut-être aussi différente. Les deux Williams jouent pas mal si tu regardes quand même. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais en termes de temps de jeu, voilà, t'as quand même des front 5, 6, tu vois, qui jouent énormément dans les deux équipes. Donc la profondeur de Toronto, c'est quand même vite rétréci. Comme l'année dernière en fait, ils ont très vite rétréci les rotations, notamment on le sait, les deux meneurs et Siakam, on joue par exemple toutes les deuxièmes mi-temps sur les 2 derniers matchs, donc ça va être un facteur aussi à prendre en compte. Ouais, la contribution des role players, je sais pas, parce que au final c'est qui fait la différence, c'est Kyle Lowry. Siakam est pas là et c'est Kyle Lowry qui répond présent, et Kyle Lowry c'est pas un role player. Même Ibaka, j'ai du mal à le mettre comme un role player vu l'impact qu'il a à Toronto depuis quelques temps. Ça aurait été un Norman Powell, ça aurait été un Anunoby sur un tir, il est très bon, mais c'est pas lui qui est le ultime facteur X de la série, même s'il est très bien sur cette série. Donc ouais, c'est Kyle Lowry pour moi qui fait un taf monumental. Là où, comme l'a dit Alan, sur les premiers matchs, il était dominé un petit peu par Kemba, et Tatum aussi montrait de très bonnes choses. Je pense que la série elle est pas finie, le momentum est clairement Raptors, mais c'est une série très accrochée. Je pense que c'est plus talentueux, j'ai envie de dire, côté Boston, mais c'est plus complet et bien coaché côté Toronto. Et ce qui fait un équilibre en fait, un certain en fait où si tous les joueurs de Boston répondent présents, ils vont gagner le match. Et dès qu'il y en a un qui déjoue un petit peu, et avec les adaptations qu'il y a en face et comment ils utilisent les faiblesses, ça peut très vite tourner dans l'autre sens. Donc c'est une série vraiment intéressante à regarder. Et moi j'attends quand même un petit peu le réveil de Pascal Siakam, qui est inquiétant sur cette série. On en avait parlé dans les joueurs à suivre en tant que leader de normalement cette équipe-là, et heureusement Kyle Lowry est là pour le coup. Lui on s'est beaucoup moqué, mais alors là il répond plus que présent. C'est peut-être l'avantage d'avoir un effectif où t'as un leader qui est pas une grande marche au-dessus des autres, c'est qu'ils peuvent être interchangeables les uns avec les autres. Mais en tout cas je suis bien d'accord avec toi, c'est une série, notamment à l'Est on a des séries alors je vais pas dire des séries de coachs, mais quand même en tout cas avec des adaptations tactiques très intéressantes à suivre, et c'est aussi un des bons côtés du format au meilleur des 7 matchs, c'est que ça nous permet de voir ça dans les playoffs, et c'est vachement intéressant. Pour continuer sur ces seconds tours, je vous propose de passer à l'Ouest. On reviendra à l'Est. On va commencer avec la série, avec les têtes de série, avec les Lakers qui sont donc face à Houston et qui ont perdu le premier match. Houston a accroché le premier match, même chose que ce qui s'était passé au premier tour d'ailleurs pour les Lakers avec Portland. Par contre, comme j'aime bien dire en ce moment, Houston c'est pas Portland. Alors du coup Alan, je te redonne la parole. Est-ce que les Lakers sont pas vraiment en danger sur cette série-là? Tu vois, c'est marrant parce que quand on se disait bon, les gars, on parle de quoi ce week-end? C'est vrai que moi, je voulais directement qu'on parle des Lakers et des Bucks. On voit que je suis dans les gros titres pour le clic, tu vois. Mais là où c'est vrai que d'autres disaient non, faut attendre, voilà, et c'est vrai. Mais j'ai l'impression que, et Pierre en parlait en filigrane depuis quelques semaines déjà, c'est pas du tout un bon match-up pour les Lakers, les Rockets, et ça a peut-être été sous-coté dans tout ce qui a été preview, analyse de la série et tout ça. Parce qu'en plus, on n'avait pas trop eu le temps d'analyser la série, parce qu'en fait, il y a eu 2 jours entre le dernier match d'OKC contre Houston et le premier match. Genre, c'est passé directement, tu vois. Et là aussi, tu te replonges un peu dans les stats, et j'ai été revoir des bouts du match de février, je crois. C'est le premier match de Covington, le premier match où ils sont sans Capella après la deadline, c'est un jeudi soir sur Télé Nationale, et ils gagnent au Staples Center, les Rockets. Et tu vois déjà qu'ils posent problème, franchement. Ils posent problème dans la construction de l'effectif, dans le jeu qu'ils imposent. L'absence d'Avery Bradley pour défendre le porteur de balle qui est James Harden manque cruellement. Et puis, franchement, on en parlait avec Pierre, on en parlait avec toi Adrien aussi, la doublette PJ Tucker, Robert Covington, moi je pars à la guerre avec eux tous les jours.
Clairement. Mais le point que tu soulèves avec l'absence d'Avery Bradley, parce qu'on a le retour de Rondo pour les Lakers, mais c'est peut-être pas le profil qui va faire basculer une série. C'est une bonne nouvelle ça ou c'est une mauvaise nouvelle? C'est un vrai débat. On va rester neutre, mais en tout cas c'est pas le profil qui va faire basculer une série et c'est pas là où ils ont des gros soucis. Et justement Pierre, je veux te relancer là-dessus parce que toi qui a suivi de près la série précédente de Houston, qui a scouté Houston. Exactement, et qui a pu voir avec plaisir, j'imagine, Lou Dort défendre plus que correctement sur Harden. Vraiment, ce qui a sauté aux yeux sur ce premier match de série, c'est l'absence de réponse défensive des Lakers aux guards des Rockets. Ouais, tout a été facile, ouais, pour les guards des Rockets, et notamment Harden, où il a eu un nombre de blow-by hallucinant. Danny Green n'est pas capable de défendre, il est catastrophique. Danny Franchement, Green, c'est gros plus problème du sur tout les playoffs, hein. Ouais, c'est déjà pas l'année du tout dernière, Danny Green de l'année dernière. Ouf, déjà. En l'adresse, il mettait pas. Ouais, mais au moins il défendait. Ouais, là, vrai, puis là, tu vois qu'il y a personne pour défendre sur Harden, donc c'est un vrai problème. Et même quand ça switch sur Davis est pas capable de le tenir. Il y a un vrai problème Harden, et si il fait des matchs comme il a fait au match 1 où il est efficace, tu vois qu'en fait il est à l'aise dans son rôle. Ça va devenir compliqué parce que c'est quand même un attaquant historique. Et après, les Rockets, depuis le début des playoffs, c'est la meilleure défense NBA sur les 7 matchs qu'ils ont joués, et je pense que ça s'est amélioré avec le match contre les Lakers, puisqu'ils ont réalisé une bonne performance, bien aidés par l'adresse des Lakers. Et les gens te diront que c'est parce qu'OKC a pas une énorme attaque aussi, tu vois, je pense. Ce qui est vrai aussi, mais je pense qu'il faut aussi mettre en valeur leur capacité à défendre la raquette, qui est vraiment importante pour voir qu'ils ont pas le grand. Pour le coup, ils ont gagné alors il y a toujours des petites erreurs, mais je trouve qu'ils ont gagné en discipline sur leur switch, sur leur processus, et c'est vraiment beaucoup plus propre maintenant en playoff. Et si t'es pas capable de les sanctionner de loin sur ces erreurs-là et sur les décalages que tu vas créer, ça va être compliqué. Et puis mine de rien, alors ils ont des joueurs à mettre sur LeBron, dans la mesure où tu peux mettre quelqu'un sur LeBron en playoff, on va dire ça. Et ils ont des joueurs à mettre sur Davis, entre guillemets, Covington, Tucker. Si Davis n'est pas capable de les dominer, je pense que c'est lui qui doit dominer cette série. S'il est capable de faire des perfs à 30-40 assez facilement, voilà, Houston sera en difficulté. Par contre, si c'est comme le match 1, où il score, il est efficace, mais il a moins de ballons, tu vois que c'est plus difficile, etc., Houston sera dans la série. Donc je pense que c'est leur capacité à défendre Davis, parce que sur le reste ils sont plutôt capables de le défendre, et t'as toujours encore cette problématique alors certes Westbrook est peu efficace, mais ils sont obligés du coup les Lakers de mettre un pivot sur lui s'ils font jouer un pivot, et c'est pas la meilleure situation pour moi pour faire, même si t'es obligé de le faire, tu vois. Ouais, justement, c'est assez ironique parce que on focalisait avant cette série justement sur cette capacité ou non de Houston à freiner Anthony Davis. Là où quand je t'ai lancé là, on a inversé le problème sur la capacité des Lakers à arrêter ou à freiner Harden ou Westbrook. Et justement, c'est une question, tiens, que je vais te poser à toi, Alan. Est-ce que du coup, au final, cette volonté des Lakers de jouer grand, donc avec Anthony Davis en 4, avec à côté de lui un Dwight Howard ou un Javal McGee, donc qui aurait été la première logique pour enfoncer le déficit de taille, disons, des Rockets. Est-ce qu'il faut pas, dans l'adaptation, peut-être changer ça, au moins essayer de jouer avec Anthony Davis en 5? Est-ce que c'est peut-être pas là? Parce que mettre ensuite Anthony Davis, par exemple, sur un Westbrook, ça va être autre chose qu'un Dwight ou autre qui peuvent se faire prendre de vitesse, avec un Westbrook en plus qui a bien attaqué cette série, bien motivé. Qui a bien parlé. Mais après c'est toujours la même chose. Deux choses, je pense que le plus important c'est pas qui commence mais qui finit. Et en vrai, évidemment. Et en vrai, c'est Kuzma qui finit dans les 5 des Lakers. C'est vrai. Mais en même temps, il faut aussi que Vogel peut-être fasse ces changements plus tôt. Tout le monde se moquait de Tyronn Lue à l'époque. Il avait changé son 5 de départ lui pour jouer contre les Warriors en mettant Richard Jefferson de mémoire. Dans la finale 2016. Les adaptations, elles étaient venues au début. À un moment aussi, Steve Kerr fait des changements dès le début. Il met Iguodala dans le 5. À un moment, en finale NBA, je sais plus c'est laquelle. C'est 2017 ou c'est 2018, je crois. Là où d'autres te diront non, on met le même 5, mais il faut, mais ça sera pas comme ça pour finir le match. Moi, je pense que Vogel doit aussi peut-être prendre des risques un petit peu plus tôt. Et peut-être, oui, jouer avec Anthony Davis en poste 5. Ceci dit, il faudrait que Kyle Kuzma, Caldwell Pope et Green mettent dedans. Parce que quand ils mettent dedans, comme dans le début du premier quart-temps, ça marche très bien. Mais quand ils mettent pas dedans, c'est très problématique. Et puis le déficit de taille est nivelé un peu parce que il est plus si important que ça. Je me rappelle, je disais ça à Pierre dans l'histoire. Il y avait 3 joueurs des Lakers plus grands que tous les joueurs des
des Rockets dans les 5 de départ. LeBron il est plus grand que tout le monde. Hein. Ouais. Je vais contrebalancer un peu ce que tu dis, Alan. Si je me trompe pas, sur le premier match, les Lakers sont en positif quand Javal McGee est sur le terrain. Ouais. Il avait fait un bon début. Donc à voir si ça se perdure sur la série, parce qu'il a peu joué au final, parce que je pense que justement ils ont pas mal utilisé ce small ball. Mais ça se trouve leur solution, au contraire. C'est toujours cette équipe contre Houston. Est-ce que tu joues grand pour les sanctionner ou est-ce que tu joues petit pour essayer de les contrer? En fait, c'est ça. C'est cet équilibre constant. Et après, la problématique de s'il joue small ball, déjà, c'est qu'il faut être capable de défendre. Parce que Kyle Kuzma, quand il va se faire chasser par Harden pour qu'il y ait un switch et qu'il va devoir le défendre, ça va être compliqué. Tu vois, donc c'est aussi cette problématique-là. Et ça, c'est compliqué pour les Lakers. Et enfin, et là où ils doivent corriger les choses, et c'est pour ça que je suis pas encore complètement inquiet pour eux, loin de là, c'est que il faut qu'ils arrivent à mieux tenir les minutes sans LeBron sur le terrain, avec un second playmaker. Donc Rondo, faut arrêter, parce que sur le match 1 c'est catastrophique. Mais ils perdent vraiment aussi un moment. C'est qui le deuxième? Bah c'est ça le problème, c'est le problème, c'est que si tu joues Waiters, est-ce que c'est Caruso qui fait un bon match 1? Est-ce que c'est triste à dire, mais c'est lui presque le meilleur en sortie de banc. Donc Quinn Cook, je sais pas, mais tu vois, si tu joues, tu joues petit aussi, tu dois trouver cette solution-là, et je pense que ça peut être que meilleur que ce qu'ils ont fait au match 1, donc ils risquent d'avoir une grosse réaction au match 2, et après on verra par la suite si la série se prolonge, mais je suis pas encore complètement inquiet pour les Lakers, et je parierai pas encore contre eux, mais Houston a clairement, comme on l'a dit, les moyens de les inquiéter. Oui, bah on est à peu près sur le même scénario que contre Portland, où les gens tiraient vite des conclusions après le game 1, où justement les Lakers ont mis rien dedans, et puis en attaque on n'a rien mis dedans et on pas réussi à sanctionner, alors qu'à Portland ça défend pas, j'allais dire pas beaucoup, mais ça défend pas en fait, tout simplement. Donc là c'est un peu différent, mais effectivement c'est peut-être un peu moins alarmiste, mais voilà, donc on va attendre leur réaction. Donc je vous propose de rester à l'ouest. Allez, l'autre série de Los Angeles, Clippers. Attention pour Jeff Green, je suis désolé. Ah oui, vas-y, mention Green. Ah oui, totalement. Pour le patron. C'est mérité. Qui va nous écouter. Et je pense sérieusement, est-ce que les Lakers peuvent jouer avec Dwight Howard contre Jeff Green? Non. Tu vois? Non, c'est compliqué, ouais. Non, mais Jeff Green est bon sur le premier tour des playoffs, parce qu'il a Nerlens Noel en face, et il lui faut remonter la balle, et Harden va lui faire un écran et il joue le drive. Ils utilisent ça vachement pour qu'Harden ait la balle ensuite après un écran, et qu'il ait un peu plus d'espace. Et sur ça, Jeff Green, s'il prend de la vitesse, mine de rien, il a quand même des capacités athlétiques intéressantes, donc il est chiant à défendre. Honnêtement, il fait un bon premier tour. Il s'éteint un petit peu au niveau de l'adresse sur la fin du premier tour, mais très fort depuis qu'il arrive à Houston, une vraie bonne pioche. Jeff Green qui a quoi, en 16-8 sur les playoffs, quoi, à peu près, ou quelque chose comme ça. Franchement, c'est un peu le Ibaka des Raptors, quoi, des Rockets, c'est-à-dire que il fait du pick and pop, il défend. Donc c'est pour ça que je me dis encore, tu vois, les minutes pivot, non pivot, est-ce que quand Houston va jouer avec Westbrook sans Harden, et que ce sera Jeff Green à côté de lui, est-ce que tu peux jouer avec Dwight Howard, tout simplement? C'est une question que je me pose vraiment. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je vais encore délayer la transition du coup, parce que ça me donne envie de rebondir, mais c'est un sujet qu'on avait un peu abordé avant les playoffs des équipes, notamment chez les favoris, donc les deux de Los Angeles et Milwaukee notamment, en disant ça va cliquer pour les playoffs, ils vont passer en mode playoff, etc. Ça commence à cliquer côté Rockets. Ça s'adapte bien. Tu parlais des rotations défensives, Pierre. Je trouve que aussi là, ce que tu viens de mentionner, ils arrivent à très bien cibler les mismatchs sur les débuts de possession, justement avec les profils comme Jeff Green. Ça leur permet de choisir et Gordon qui est très en jambes aussi. Également, ils arrivent à toujours cibler le mauvais défenseur adverse, à cibler le mismatch qui les arrange le mieux. Et c'est quelque chose de très dangereux, notamment pour les Lakers qui n'ont pas des réponses partout, quoi. De toute façon, Gordon, c'est le facteur X, parce que si Eric Gordon il met dedans, ça on l'a dit tout au long de la saison. Quand Eric Gordon est bon, les Rockets c'est pas la même équipe. Ça fait 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Si t'as Eric Gordon qui a 20 points sur une série, t'es vraiment pas bien. Donc puis là il est clairement en jambes, il drive, il met des contre-attaques, donc s'il se met à mettre de loin plus régulièrement, attention, danger, on va dire, pour les Lakers. C'est ça. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Merci Alan. Je t'en prie. Alors voilà, donc l'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, qui était donc tête de série numéro 2, je parle comme au tennis, face à Denver, donc un partout dans cette série. Donc Denver qu'on a un peu évoqué avec donc ce premier tour et ce duel Murray-Mitchell.
Denver qui a concédé le premier match où on a senti qu'ils ont eu un peu plus de mal parce que justement l'opposition, notamment pour Murray, est quand même beaucoup plus ardue en termes de profils qui viennent le défendre. Et puis hier, ils ont répondu, enfin hier à l'heure on enregistre puisqu'on est dimanche, mais ils ont répondu donc dans le match 2 avec une orgie offensive assez impressionnante, notamment dans le premier carton, ils mettent 44 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, plus 19, ouais. Fin du premier. Donc voilà, donc ce qui est plutôt pas mal, on va dire, plutôt correct. Les Clippers, justement, ça fait partie de ces équipes dont on disait, elles vont cliquer en play-off avec cet effectif hyper complet, beaucoup de joueurs qui peuvent contribuer avec des profils intéressants, etc., etc. Et pourtant, je vais donner une mini take pour vous lancer. Pour moi, je ne sens pas encore l'âme collective de ces Clippers. Il y a quelque chose qui a l'air de pas hyper prendre, même si bon, ça continue de gagner. Ils ont un talent très très haut. Comment on les sent? Bah tiens, toi Pierre, pour commencer cette fois-ci, comment tu sens les Clippers? Ben comme toi et comme depuis le début de saison en fait, il manque un truc à cette équipe, il manque cette âme comme t'as dit, il manquait de choses alors que sur toutes les lignes le talent il est là quoi. Tu peux difficilement faire un effectif plus complet. Alors face à Dallas c'est passé parce que Kawhi était en mode robot vraiment très très fort. Ouais. On en parle pas trop parce qu'il y avait Doncic à côté, mais il fait tous les matchs qu'il fait, il a plus de 30 points quasiment. Enfin c'était vraiment impressionnant. Mais déjà et Dallas était incapable de défendre, donc ça les a aidés à passer. Mais là déjà bon le premier match ils font le taf. Là tu te dis ok très bien, Denver était sûrement en plus fatigué. Enfin il y avait pas mal de choses. Par contre le deuxième là tu te dis bon c'est pas si flamboyant que ça. Paul George, franchement, ça me fait rire parce que moi, mais quand tu t'auto-appelles Playoff P et que 2 ans après t'es pas capable de mettre un tir, tu te retrouves à Pandemic P. Ouais, c'est ça. Enfin, quand ça devient problématique, si c'est lui le lieutenant, on va imaginer qu'il joue contre les Lakers, Kawhi il va être tout seul, quoi. Enfin, parce que sur le papier, Denver a pas forcément le matériel pour défendre et Kawhi et Paul George, et au final, ça devient pas problématique parce que Paul George se défend tout seul, j'ai envie de dire. Donc c'est voilà, violent. Ah oui, c'est violent, mais au bout d'un moment, quand tu vois les espoirs qui sont placés en lui, le niveau qu'il peut montrer en saison régulière où il fait des campagnes presque de MVP, où tu te dis ça y est, il est en forme et que là, ce qui monte là, c'est pas normal pour un joueur de son talent. Et après, ouais, bah, comme vous avez dit, il manque de l'âme. T'as Patrick Beverley qui râle, t'as des trucs, t'as toujours les mêmes choses, mais est-ce que ça fait une équipe qui va aller au titre? Je sais pas. C'est une équipe sûrement pénible à sortir en 7 matchs parce que le talent et l'effectif est là, mais il y a pas ce supplément d'âme. C'est flagrant, quoi. Ouais, bah, je vais te relancer sur la même chose, Alan, mais en ajoutant la comparaison avec justement les Nuggets, parce que hier soir on a vu une chose intéressante et c'est un profil qu'on avait mentionné un peu à suivre sur les Nuggets, c'est qu'on a revu un peu Paul Millsap hier aussi. Ah oui. Ouais. On a revu Paul Millsap, Gary Harris a mis dedans aussi, c'est aussi un facteur non négligeable. Donc voilà, quand ça se réveille côté Nuggets, alors qu'on sent les Clippers encore avec le frein, un peu avec le frein, comment tu le vois toi du coup? Ouais, le FC tête à claque quoi. C'est vraiment le FC tête à claque cette équipe. Enfin, c'est impressionnant, ils sont autant frustrants par leur niveau, leur implication par moment qu'ils sont insupportables sur le banc et je reste persuadé, je suis désolé, c'est ma take, mais si Porzingis se fait pas éjecter dans le premier match, c'est pas la même chose. C'est plus la même histoire. Je te suis. C'est plus la même mayonnaise, comme dirait certains. Mais non, franchement, je souscris à tout ce qui a été dit par Pierre, par toi. Assez impressionné par Denver. Le match 1, ils étaient cramés mentalement, je pense. Mentalement et physiquement. Ouais. Le match 7 était 2 jours avant. Ils cèdent pas avec leur premier tour en général, les Nuggets. Hein. Voilà. Et puis, c'était vraiment court et c'était pas un match 7 tranquillement. C'était un match 7 couteau tiré où le ballon est rentré puis il est ressorti sur la dernière action. Donc, très compliqué. Murray avait pris un coup aussi, béquille de Joe Ingles, ce qui fait qu'il a perdu, je trouve qu'il avait perdu un peu de son explosivité. Ouais, il semblait fatigué aussi avec en plus le personnel qu'envoyaient les Clippers sur lui. Fatigué mentalement, physiquement et tout ça. Puis hier, ils ont très bien réagi. C'est vrai que franchement, le duo Jokic-Murray est vraiment fort sur les derniers matchs de la série contre Utah et sur le match d'hier. Comme tu le dis, quand Gary Harris et Paul Millsap mettent à côté, c'est très, ça peut faire que du bien. Et ça va faire plaisir à Pierre encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon, Jeremy Grant. Qu'est-ce qu'il est important dans sa défense. Il est long. Attends, ils l'utilisent en porteur de balle.
des fois sur Oui, sur il joue deux des fois. Ouais, non mais c'est exceptionnel. Il joue déjà 3. Je suis choqué qu'il joue 3. Et des fois, c'est un petit peu bizarre. C'est pas seulement un joueur qui joue sans ballon. Et puis c'est vrai qu'il a mis des tirs importants. Et puis défensivement, il est super bien. Là où les Clippers, hier ils perdent parce que Kawhi fait pas un bon match, quoi, tout simplement. C'est son pire match. C'est son pire match des playoffs. Et puis 4 sur 17, je crois. Là où dans le premier match c'était indécent, quoi. À mi-distance, quand il est en rythme et tout, il est totalement instoppable. Mais tu vois, je vous disais ça avant qu'on enregistre. Tu vois, ils sont à moins 19. Ils reviennent à moins 13 à la fin de la mi-temps, à peu près moins 16, moins 13. Ils sont à moins 10, moins 9 à un moment. Et là, je me dis, si c'est vraiment l'équipe qui était censée, tu vois, arriver au bout, maturer quand elle est en play-off, passer le curseur, ils auraient gagné ce match. Parce que la deuxième mi-temps de Denver, elle est pas bonne du tout. C'est du hero ball à part les premières minutes, avec Adrien, on en parlait, quand Millsap met des tirs, c'est du hero ball de Murray et Jokic. Pour moi, ils auraient dû gagner ce match si vraiment c'était une équipe qui avait l'étoffe pour aller au bout, parce que je crois déjà dans les cartons, les deuxième et troisième cartons, ils mettent 40 points. Ils mettent autant de points que dans le premier carton, Denver, à peu près. Donc tu vois, c'était gagnable comme match, ils le gagnent pas, puis à la fin, il y a tout le cercle de Beverley. C'est excluant. Ouais, tu vois, c'est assez compliqué. Franchement, quand le deuxième meilleur joueur de tes playoffs pour l'instant, c'est Marcus Morris, c'est vrai que Paul George peut se poser des questions, parce que je suis désolé, c'est la vérité pour l'instant. C'est Morris le deuxième meilleur joueur des Clippers. Ouais. Après, il peut se réveiller à tout. On est dur avec Paul George, moi le premier, mais bien sûr. il peut se réveiller à tout moment. Il a fait un gros match. Il a fait un gros match, comme quand il en met 35 à un moment contre Dallas. Mais dans la constance et dans son apport, c'est pas ça que t'attendais, en fait. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Et pour compléter ce que t'as dit, je pense que les Denver peut poser problème aux Clippers, parce que déjà Jokic est un profil qui plaît pas forcément à la défense des Clippers, j'ai envie de dire. Si tu mets Zubac ou Harrell dessus, je suis pas convaincu du travail qu'ils peuvent effectuer sur Jokic. Il a tué Zubac hier, franchement. Ouais, complètement. Et Jokic va mieux. Oui, Jokic va bien mieux. Jokic va bien mieux sur 2-3 matchs. Et Murray, s'il reste chaud, ça peut être chiant à défendre aussi, même très chiant. Mais après, on est alarmant, mais ils ont, je pense, quand même une marge sur cette équipe de Denver, de par leur effectif, de par si Paul George se réveille, et surtout si Kawhi réalise un match, on va dire, dans ses standards, c'est pas la même chose non plus, quoi. Oui, il y a un partout, évidemment, on va le rappeler. Et puis ce qu'on disait sur, t'évoquais Jeremy Grant, Millsap, Harris, qui ont contribué. Pour l'instant, c'est pas la constante des playoffs de Denver. Et du côté des Clippers, c'est pas exclu que le rapport de force, disons, du supporting cast s'inverse. Même si effectivement, je voudrais réinsister sur Jokic qui retombe à Paul Mojo après un début de série assez compliqué face à Dallas face au Jazz. Ouais. Face à Gobert justement qu'on voyait en difficulté par rapport aux séries de l'année dernière et qui avait réussi à poser problème au début à Jokic, et là Jokic qui prend petit à petit le pas. En tout cas, on va avoir une série une nouvelle fois intéressante. Là, on arrive aux demi-finales de conf. Ça ne plaisante plus, on n'a parlé que de séries plutôt proches, et justement on en arrive au point important, au point coup près presque, avec la quatrième série qu'on n'a pas encore évoquée. C'est Milwaukee face à Miami. Donc Milwaukee numéro 1 de l'Est face à Miami numéro 5. Et pourtant, 3-0 pour Miami donc en ce dimanche soir. C'est la série qui a fait beaucoup parler un peu partout, tous les commentateurs. Ça affole les réseaux sociaux. Ça affole la machine à trade aussi depuis. Oui, c'est vrai. C'est vrai que chez ESPN, on a dû voir des collections sur une page précise. Mais en tout cas, voilà, c'est la série qui est propice à des conclusions un peu hâtives. Alors, on veut pas aller trop vite en besogne. Je pense qu'on y reviendra une fois la série terminée. Mais quand même, je suis obligé de vous demander votre avis. Miami très impressionnant, Milwaukee et Giannis qui sont un peu dans le viseur. Alan, je vais te lancer toi là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on enterre déjà Milwaukee? Est-ce qu'on espère quand même au moins un sursaut? Alors peut-être pas pour reprendre la série, mais quand même pour rappeler qu'ils ont le niveau d'un prétendant au titre et qu'ils étaient favoris à l'Est, quoi. C'est super compliqué, hein. C'est super compliqué. J'aimais bien Miami, mais j'étais pas dans la vague. On va leur rendre à César ce qu'il y a à César, hein. D'Ilias, Ben ou d'autres qui avaient dit que s'ils avaient de l'argent à mettre, Miami sortirait Milwaukee selon eux. J'aimais beaucoup le profil de Miami, mais j'avais pas envie d'aller jusque là.
J'avais pas les Coronets, hein, tout simplement. Mais franchement, voilà. Alors autant le premier match, bon, tu te dis, c'est Butler, il est énorme. Franchement, je crois qu'il en met 40. Ouais, sur la fin de match, c'est impressionnant. Sur le 2, il est même pas bon, Butler. Je crois qu'il met 13 points. 13 ou 15 points. Bon, il met les lancers de la gagne et tout, hein. Il est pas bon au scoring, je veux dire. Mais voilà, en fait, voilà, je veux dire, ce qui m'impressionne, je vais vous laisser parler après, la capacité de Miami à créer du scoring sans Butler. Ça, franchement, pour moi, face à une défense qui doit être élite comme celle de Milwaukee statistiquement, qui te fait changer ton jeu comme elle arrive à le faire en saison régulière, Tom le répète assez souvent, et on est quand même en demi-finale de conf, c'est-à-dire tu joues pas contre Charlotte ou Atlanta, c'est-à-dire oui, contre Atlanta, ça met Tyler Hero qui joue du pick and roll balle en main dans le 4e quart-temps, ça me dérange pas, tu vois. Je trouve pas ça choquant, ou Dragic qui a des énormes responsabilités, même de Robinson qui fait les choses balle en main et tout ça. Mais là, la capacité qu'ils ont à créer de l'attaque, à générer de l'attaque et surtout à générer des 3 points ouverts, elle est impressionnante. Et franchement, faut rendre à Spoelstra ce qui lui appartient. Le schéma qu'il crée, ils prennent une quantité de tirs à 3 points, ils jouent bien en transition, il y a des tirs ouverts. Et voilà, c'est hyper impressionnant et c'est moi ça qui m'impressionne le plus, c'est leur capacité, même quand Butler est pas sur le terrain ou quand il est pas à droit, à toujours être une attaque élite, parce que sur les 3 premiers matchs, offensivement, c'est élite ce qu'ils font. Ils ont 6 joueurs à plus de 10 points, hein, sur les playoffs, ça descend jusqu'à Duncan Robinson, il y a Jake Roder que t'as pas cité aussi, qui contribue assez fortement. Il me manque tellement. T'as cité le nom de Spoelstra, Pierre, je vais te relancer là-dessus. C'est vrai que le coaching est une nouvelle fois assez important. On en parlait sur l'autre série à l'Est entre Boston et Toronto. On a l'impression que Budenholzer a été un peu timide sur le début de cette série, à garder des rotations assez prudentes, à mettre Giannis sur le banc assez tôt. Et finalement, Milwaukee se retrouve dans le clutch face à Miami. Et comme disait Alan, Miami trouve toujours le moyen de scorer dans le clutch. Ils sont efficaces. Alors il y a le Hero Ball Butler qui peut des fois être très efficace, j'en sais quelque chose, mais qui peut des fois être moins bien. La force de Miami, c'est que justement, si Butler est pas dedans, il a trouvé une équipe où il est capable de laisser le reste de l'effectif prendre les choses en main. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de coaching sur ce début de série? Ah bah si. Mais déjà, pour avoir un souci de coaching, faut être coaché. Enfin, faut avoir un coach. Oh, Pierre en mode Madiane aujourd'hui. Non, j'exagère, mais les choix sont incompréhensibles dans les choix de l'ouverture du banc jusqu'où ça va, des minutes de Giannis, enfin, à un moment, c'est bon. La saison régulière, elle est finie, c'est les playoffs. T'es plus contre Orlando. Giannis, il peut jouer plus de 35 minutes. Les line-up avec DiVincenzo, Corver, t'as encore du Connaughton ensemble. Connaughton sont contre le banc de Miami où ils se font déglinguer. Mais et puis t'as aucune adaptation flagrante, surtout offensivement, comme tu as dit dans le clutch, où au final tu peux rien proposer. Ils sont incapables de proposer quelque chose d'autre que de la transition, du drive de Giannis, parce que les tirs clutch que met Giannis, il en met un ou deux layups, c'est des transitions dans le clutch. C'est-à-dire que sur du jeu placé, ils ont presque rien marqué depuis le début de la série dans le clutch, alors que Miami, sans être forcément flamboyant, on peut mentionner le match 2, je crois, ça met rien des deux côtés pendant 2 minutes en fait, parce que Milwaukee est incapable de créer et Miami rate des tirs ouverts et Butler met pas dedans. Donc il y a un vrai problème d'adaptation et de comment c'est géré, alors que du côté de Miami, en fait moi ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'ils font pas des choses différentes de toute la saison, hein. Ils le font juste très bien. Depuis le début, ils restent dans leur standard, ils ont gardé leur identité. Tous les joueurs sont maximisés. T'as un Dragic qui est vraiment fort, qui est vraiment revenu en forme. Je pense qu'on le mentionne pas assez, mais Kendrick Nunn voit même plus le terrain tellement il est fort. Et on voit Tyler. Alors c'était l'inverse pendant la saison, quoi. Et c'est Tyler Hero qui prend les minutes derrière aussi, lui aussi est vraiment bon. Crowder, Butler qui est là pour finir les matchs et qui a pas besoin de se dépenser vraiment sur toute la durée du match, et souvent ils ont surtout besoin de lui dans le clutch ou quand ils ont besoin d'un panier et que ça devient chaud, une fois Milwaukee a pris un petit peu d'écart. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent, de la zone, des adaptations, bien gérer les transitions pour empêcher Giannis de driver facilement en fermant la raquette. C'est vraiment très très propre ce qui est produit en fait, c'est vraiment du bon basket. Est-ce qu'ils ont pas moins de talent au final que Milwaukee? Peut-être, mais c'est tellement mieux géré, coaché et mieux organisé. Là où
Milwaukee survit sur ses acquis depuis la saison régulière. Orlando, ça suffisait, mais maintenant que t'as un coach qui s'adapte en face, que t'as une équipe qui sait très bien jouer, très bien attaquer, qui sait attaquer les faiblesses, qui sait comment défendre, et ben Giannis drive et on attend tous derrière la ligne à 3 points, ça marche un peu moins bien. Ouais, bah c'est marrant parce que ce que t'évoques, c'est finalement le Heat, c'est un peu le profil de cette équipe anti clique des playoffs qu'on évoquait un peu juste avant. Qui ont fait leur saison, qui continuent sur leur lancée en montant en régime petit à petit, se sont habitués les uns aux autres à leur système, etc. et qui font, comme tu dis, tout très bien. Et l'autre chose, effectivement, que tu mentionnais avant que je te relaisse parler, Alan, le clutch de Milwaukee, c'est ce que je vous disais dans la conversation de Kebdo un peu. Moi, ce qui me choque, je trouve qu'il est problématique avec Milwaukee actuellement, c'est que dans le clutch, quand ils sont, par exemple, menés à -3, mais même à -2 par Miami, eh ben tu as beaucoup de mal à donner la balle, à laisser la balle à Giannis, puisqu'il va pas te mettre un pull-up et que pour l'instant, surtout sur cette série, il met la très grande majorité de ses points près du cercle. Du coup, Giannis n'est pas utilisé forcément comme porteur de balle, il est pas utilisé non plus comme pick, comme l'intérieur, et ils le mettent dans un corner. Comme poseur d'écran, ouais. Ce qui est scandaleux, c'est. Voilà, et il est dans un corner, il est caché, mais il sert pas à grand chose, donc Miami peut s'adapter assez facilement, et il manque un joueur, un certain Malcolm Brogdon du côté de Milwaukee qui pourrait faire beaucoup de bien en tant que porteur de balle justement dans ces moments-là, dans ces prises de décision. Et donc Milwaukee devrait, pour revenir au coaching, normalement c'est une équipe qui écrase les autres équipes avant et n'a pas besoin d'arriver dans le clutch dans ces moments serrés. Le fait est qu'ils arrivent dans le clutch face à Miami, et là ça pose problème. Exactement. Franchement, si tu regardes sur la saison régulière et tout, combien de fois, les gars, dans le troisième quart-temps, on voit Milwaukee qui a plus 20. C'est tout. On le voit super souvent. Ils ont pas vraiment besoin. Et là où je suis assez d'accord, franchement, je trouve que je sais pas trop où me placer dans le débat où ça tape sur les doigts de Giannis et tout ça, parce que tu regardes ses stats, il fait ses stats, Giannis. Mais il a un impact tout au long du match. Juste ça, mettez lancer franc, parce que voilà, au bout d'un moment, s'il te plaît, tu veux pas tourner à 50% lancer franc. Un top 5 NBA, il est pas à 50% lancer franc. Enfin, que Dwight Howard, sauf Shaq. Il a été. Ouais, Dwight Howard et Shaq à un moment. Et c'était des intérieurs, donc c'est pas, tu vois. Voilà, il y a ça. Puis oui, son incapacité encore, il reste jeune et à développer, à pouvoir générer de l'action, des actions et de la gravité sur du tir en sortie dribble. Là, ça ferait ça, mais en même temps, ça serait cheat code complet s'il était comme ça, Giannis. Donc, tu vois, tu peux pas non plus tout avoir. Enfin, c'est normal. Et donc, il y a une adaptation de Bud qui doit changer des choses. Malcolm Brogdon manque énormément en tant que second créateur, capable de prendre des décisions, comme tu l'as dit, Adrien, pour jouer un pick and roll. Parce que là, à part George Hill est devenu, je trouve, plus un joueur de spot-up maintenant qu'autre chose. Wes Matthews, c'est uniquement du catch and shoot. Chris Middleton, c'est un joueur qui a besoin qui vit par son adresse, qui va pas sur la ligne des lancers francs. Et donc, s'il met dedans, c'est un super bon joueur, mais s'il met pas dedans, c'est problématique. Et bizarrement, il met dedans dans tous les premiers quarts-temps, puis dans les troisièmes quarts-temps, dans les trois autres quarts-temps, il met pas dedans sur les trois matchs de la série, malheureusement. Brook Lopez, c'est un joueur de catch and shoot. Connaughton, Korver, DiVincenzo, c'est des joueurs de catch and shoot. DiVincenzo peut jouer un petit peu avec la balle en main, mais c'est Dante DiVincenzo. C'est un joueur de deuxième année et tout ça. Donc, qui peut le faire, à part Giannis? Donc, de facto, c'est Giannis qui a le ballon en main, ou alors, c'est Giannis qui voit pas du tout la balle, comme vous l'avez dit. Donc, pour moi, il faut que Budenholzer trouve quelque chose. Et qu'à côté, voilà, ça mette des tirs ouverts. Ça serait bien aussi, parce que c'est vrai qu'ils envoient un nombre de briques intersidérales. C'est bête, hein, mais voir peut-être un peu plus d'Ersan Ilyasova. Je sais pas, il est toujours bon contre Boston. Ouais, on en avait parlé. Ouais. Donc pourquoi j'ai des joueurs, on a chacun des joueurs, je pense, qui sont toujours bons contre nos équipes, et donc on les surcote, on les surcote peut-être un peu, tu vois. Moi, c'est Ibaka. Après, quand tu vois qu'à Korver, est-ce que Ilyasova et pire, ouais, c'est pas sûr. Ouais, c'est vrai. Puis c'est clair, tu vois. Donc je sais pas, j'ai du mal à voir. C'est beaucoup d'enseignements. J'ai l'impression, en fait, les gars, de revoir ce qu'on avait dit il y a un an avec Tom, quand on avait fait l'épisode après la série contre Toronto, où on avait dit que l'attaque et le système mis en place par Budenholzer avaient trouvé ses limites sur de l'attaque placée à haute intensité en play-off. Et regardez ce qu'on dit un an après. C'est vrai. On dit ça un an après. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution pour moi.
Après, Bud, il a des solutions évidentes, hein. C'est responsabiliser Middleton et Bledsoe balle en main avec Giannis au Oui, il pic. y a Bledsoe aussi. Bledsoe est clé. Servir Giannis en post-up. Enfin, au bout d'un moment, je veux bien que c'est pas analytique, mais tu lui sers un post-up, il est capable de jouer, il est capable d'enfoncer n'importe quel NBA. Enfin, il a combien de situations de ce type-là, que ce soit en fin de match, n'importe quand. Au mieux de le laisser dans le corner et de prendre une vieille saucisse à 3 points, et c'est bon, autant le faire jouer en post-up, hein. Donc, il y a des trucs, même si c'est pas dans leur politique, à un moment, il faut qu'ils s'adaptent, et là, ça devient sûrement trop tard. Trop tard, on verra bien, hein. Il y a 3-0. Ouais. Bon, on sait bien que ça n'est jamais arrivé remonter le 3-0, mais Je crois que c'est 0 sur 139, la stat sur le... c'est pas mal. Et ben, est-ce qu'on aura 1 sur 140? On peut leur souhaiter. Ouais, ce serait pas mal. Mais on peut repartir aussi côté Miami, parce qu'il y a aussi un gars qu'on a très peu mentionné, un ennemi, j'allais dire, mais Jay Crowder et le trade donc pour Andre Iguodala dans le même package. Quel impact, quel flair. Enfin, c'est assez. Enfin, ça doit faire très plaisir aux fans du 8, mais c'est quand même là. Enfin, c'est tous les joueurs qu'on a cités, voilà, du côté du 8, donc Butler évidemment, Dragic, Adebayo qu'on a peu cité, mais qui est quand même là, Tyler Hero, Jay Crowder, Duncan Robinson. Déjà ces 6 là, et après t'as Olynyk, Iggy, un peu de Kendrick Nunn. Non mais même Derrick Jones, quand il rentre sur le terrain, il est bon. Ouais, ça fait Il 10. joue small ball 5 et il met des contres, il apporte du spacing, il met des tirs dans le corner. De l'énergie. Il met des grands 3 points, genre c'est. Oui. Ouais. En fait, tous les joueurs sont maximisés et sont mis en confiance par le système et par coach Spo. C'est impressionnant, franchement. Et Jay Crowder, de toute façon, on sait, c'est un soldat. Où est-ce que ça s'est pas mal passé à un seul endroit? C'était Cleveland. C'était un peu inexplicable d'ailleurs que ça marche pas trop dans cette équipe des Cavs avec LeBron. Ce qui a fait chuter sa cote. La dernière année, il se retrouve à Utah. Il est un super bon joueur pour Utah. Je suis désolé. Hein, pendant un an et demi. Il est un très bon joueur avec Memphis, Tom pourrait le dire. Hein. Je pense que tu leur rajoutes Jay Crowder, peut-être qu'ils vont en playoff, les Grizzlies. Hein. Moins de Kyle Anderson et plus de Jay Crowder. Ouais, c'est méchant. Mais ouais. Ou moins de Tolliver et plus de Crowder. Ouais. Non, il est rugueux, il est tout ce qu'on veut dans un role player, je pense. Il met des 3 points, il défend. Voilà, c'est un super trade encore, voilà, c'est un super bon move de Pat Riley, franchement, aussi chapeau à Pat Riley, à Spoelstra, genre on tire des conclusions, on balance des lauriers assez vite, mais c'est vrai que Miami était dans un ventre mou où on disait c'était un peu moyen, avec quand D-Wade s'en va et que Chris Bosh a ses soucis extra sportifs, on se dit bon qu'est-ce qu'ils vont faire, et puis ils se retrouvent ça va encore être, tu vois, Miami, ça va être encore l'argument du anti-tanking. Parce qu'ils ont trouvé Tyler Hero et Bam Adebayo en 13 et 14. Ils ont développé des joueurs du second tour, des rookies non draftés. Sauf que tout le monde peut pas faire ça. Et ils ont attiré une star avec ça. Ils ont attiré une star avec ça, tu vois. Et donc, mais aussi, ils ont attiré une star parce que c'est Miami. Enfin, ça reste Miami. Oui, c'est vrai qu'aller à Miami, c'est plus sexy qu'aller à Milwaukee, tiens, par exemple. Et Pat Riley aussi. Mais ouais, franchement, c'est super ce qu'ils ont fait. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont même pas gagné la série encore, on sait pas. Tout est possible. Bon, voilà. Ouais. Ça se trouve, ils iront même pas en finale NBA, on sait pas. Hein. Mais franchement, ce qu'ils ont fait, c'est super aussi. Et la dernière chose qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont les joueurs qu'ils avaient fait progresser interne dans leur effectif, ils les ont balancés pour récupérer des trucs mieux, et on se rend compte que ces joueurs-là, ils sont pas si exceptionnels que ça ailleurs en fait. Justice Winslow pour ne pas le citer. Josh Richardson aussi. Ah, oui. Il est bon, Josh Richardson, hein. Mais il tournait à 17 points avec le 8 l'année passée en porteur de balle principal. Et c'est vrai que t'arrives à être, c'est la pièce centrale. Alors Butler, oui, c'est free agent tout ça, mais c'est la pièce centrale là-dedans. Et ils se sont débarrassés d'Hassan Whiteside, ils récupèrent Myers Leonard. Et je le dis, en 2020, Myers Leonard est un meilleur joueur qu'Hassan Whiteside. Y a pas de débat. Donc voilà, franchement, et puis Spoelstra qui est un des coachs élites de la NBA. Et ça se voit là. Là, franchement, de toute façon. Sauf avec LeBron, Ouais, c'est vrai. Mais enfin non, c'était un petit peu, ouais, on en parlait en mode c'était 2011 quoi. Mais entre Nurse, lui, Stevens qui est très bon et par moments qui me déçoit un peu, il y a des vraies batailles de coach potentielles là dans ces fins de playoff à l'Est. C'est bien, c'est bien, comme ça on finit sur une note positive sur cette série, c'était mieux que tirer sur Milwaukee. Messieurs, je sais pas si vous voulez. On fera la semaine prochaine, ça. Oui, peut-être. En tout cas, on sera là. On est de nouveau en mode playoff chez Duck Hebdo.
Messieurs, je sais pas si vous voulez avoir un dernier mot sur ces séries, sur ces playoffs, quelque chose que vous espérez, qui vous a marqué, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. J'espère battre Toronto. C'est... Ah bah ça. Moi, il y a un petit truc qui m'interroge, c'est le rythme est quand même très très soutenu des matchs, beaucoup plus qu'en temps normal. Je crois que les finales étaient prévues fin octobre ou mi-octobre. Ouais, ça peut arriver plus vite que ça. Alors, oui, c'est ça que j'ai l'impression, qu'en fait, dans moins d'un mois, on a un champion NBA. Ah ouais. Bah ça joue tous les Et j'avais jours. l'impression que ça devait être bien plus. Ouais. Et c'est pour moi quelque chose qui aurait pu être pris en compte. Enfin, tu vois, les Nuggets et les Rockets qui jouent leur premier match du deuxième tour 2 jours après leur match 7. Alors, je veux bien que les autres équipes avaient fini avant, mais tu pouvais prendre le temps. Pareil, les séries du second tour ont commencé assez tôt, alors qu'il y avait le temps et que c'était 2 sweeps. Donc Oui. c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Je sais plus qui c'est, que j'ai vu ça sur Twitter en parler. Mais j'aimerais bien voir le programme global. J'ai pas fait attention, mais ça, le rythme est quand même très soutenu, quoi. Ouais, bah là, le match 7 potentiel de Boston-Toronto, ça serait vendredi, quoi. C'est super tôt, hein. Ça va vite, c'est tous les 2 jours, hein. Donc ouais. Et est-ce qu'après ça veut dire qu'on va avoir un long temps sans match, tu vois, si jamais avant la finale NBA, bah à voir. Sachant que il y a des choses comme The Wash qui sont sorties, comme quoi ils veulent encore repousser la date de la draft et de la free agency. Bah, sachant que t'as perdu 2 jours avec le boycott grève, quelle influence ça a sur, est-ce que tu repousses toutes 2 jours, est-ce que la fin de saison est repoussée, est-ce que ils n'ont pas trop communiqué sur cet aspect-là. C'est vrai. On va faire attention, mais paradoxalement au rythme que tu disais, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant et c'est plutôt une bonne nouvelle, malgré en plus un contexte sanitaire particulier, on n'a pas eu, et on touche du bois, pas eu de cas majeurs pour l'instant sur ces playoffs, pas eu de blessures spécifiques, pas de grosses blessures. Bon, il y a les Porzingis, enfin des joueurs qui sont sujets aux blessures déjà de manière habituelle, on va dire, mais sinon pas eu de gros faits majeurs, donc on espère que ça va continuer malgré ce rythme effectivement assez soutenu, quoi. T'as quelques facteurs qui peuvent jouer sur ça. C'est le premier, c'est qu'il n'y a pas de déplacement, oui, c'est vrai. qui est quelque chose dans la récupération et dans l'état de fatigue des joueurs qui est super important. Ils peuvent récupérer là, tout de suite, il y a tout le matériel, etc. Et là, ils sont tout le temps en contrôle, tout le temps prêts à avoir de la rééducation, tout le temps encore plus contrôlés qu'avant. Donc dans cet aspect-là, c'est presque positif pour les joueurs en termes de contrôle de leur santé, j'ai envie de dire. Voilà. Bah ça fait un autre autre Gordon point Hayward positif. qui s'est blessé. Ah oui, le sujet aux blessures, hein, comme je disais, il y a certains joueurs un peu plus sujets à ce genre de pépins, malheureusement. On espère qu'il reviendra à temps pour vous, pour pouvoir voir les terrains. Alors, est-ce que la série sera terminée ou non? C'est la question. En tout cas, on l'espère. Voilà, ça fait une autre note positive sur ces playoffs. Je pense que ça peut conclure notre tour d'horizon de cette bulle, messieurs. Ça monte en intensité quand même, les playoffs deviennent de plus en plus passionnants, je trouve, donc c'est une autre bonne nouvelle. On se met dedans, là. C'est ça, et on va plus quitter le terrain maintenant, c'est fini. Donc on va vite se retrouver pour en parler, peut-être plus tôt que prévu si certaines séries donc se concluent assez vite. Coucou Milwaukee. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à nous suivre de partout, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, à discuter avec nous de basket, ça nous fait toujours plaisir. C'est quand même le sujet qui nous rassemble et qu'on aime tous. Donc bon match à tout le monde, bon courage aux supporters des équipes encore en lice, et merci beaucoup messieurs. Merci à toi. Merci.